cow. Salut les terriens du samedi. Avec nous ce soir, son livre s'appelle Sortir du chaos. Mais il n'y est pas question de gilets jaunes. Gilles Kepel. La seule personne au monde qui peut faire fermer sa gueule à Laurent Baffy, Chantal Latsou. Il a vendu sa première paire de chaussures à 4 ans. Autant dire qu'il n'aura aucun mal à vendre sa pièce. Patrick Timsit. Il vient pour un livre sur la langue française, alors qu'il ne sait même pas écrire son prénom, Laurent Deutsch. Et aussi la battle et les infos de Viso. Comme chaque année, n'oubliez pas le sac à sapin d'handicap international, 5 € et vous faites une bonne action. 7 milliards de terriens. Et c'est lui que j'ai choisi pour l'Ardivio. Ce soir, j'accueille Gilles Kepel. Gilles Kepel, bonsoir. Bonsoir. Alors avant de passer à l'Ardivio, on va regarder le magnéto de Blacko, Serge. 1955, Gilles Kepel naît à Paris dans un milieu intello. Rien ne le prédispose à s'intéresser au monde arabe jusqu'à ses 18 ans où il fait un voyage en Syrie. Il retourne alors vivre 1 an à Damas pour apprendre l'arabe, puis s'installe au Caire pour faire sa thèse sur la montée de l'islamisme en Égypte. Bien vu, 1 an après son arrivée, le président Sadat est assassiné par des djihadistes. 1984, en publiant Le Prophète et Pharaon, il est le premier à prévoir l'importance que les mouvements islamistes vont prendre dans le monde arabe. 3 ans plus tard, il publie Banlieue de l'islam, et cette fois, il est le premier à constater un retour de la religion chez les musulmans qui vivent en France. La présence en France de 3 millions de travailleurs immigrés musulmans de toute nationalité est devenue un enjeu politique et religieux considérable. Vous avez, disons, un islam qui est plus fortement influencé par l'Algérie, un autre plus fortement influencé par le Maroc, un autre par l'Arabie Saoudite. 2001. Après les attentats du 11 septembre, le monde bascule dans une ère nouvelle. 1 an auparavant, Gilles Kepel avait publié un livre annonçant le déclin de l'islamisme. Même si son diagnostic est démenti, sa connaissance du sujet va vite faire de lui le chouchou des médias, ce qui conforte son statut d'intellectuel de référence. Le recours au terrorisme fait suite à l'échec des guérillas dans les années 90 en Algérie, en Égypte, etc. 2012, il publie Banlieue de la République, une enquête démontrant que les règles de l'islam tendent à supplanter celles de la République dans certains quartiers. Après les attentats de 2015, son livre Terreur dans l'Hexagone dénonce la montée du salafisme qui ouvre la voie au djihadisme dans les banlieues. Ça lui vaut d'être menacé de mort par des djihadistes, mais il provoque aussi la colère de Marine Le Pen en affirmant que le FN incarne un repli identitaire symétrique à celui de l'islam radical. D'un côté, vous avez des espèces d'enclaves où il n'y aurait que des musulmans, entre guillemets, qui s'identifieraient aux plus radicaux parce qu'ils ont été persécutés, et de l'autre, des identitaires qui rejettent l'immigration, rejettent l'islam. 2018. Alors qu'il est aujourd'hui l'un des spécialistes les plus respectés de l'islam politique, Gilles Kepel vient nous présenter son dernier livre, une somme magistrale sur la situation au Moyen-Orient, un livre où l'histoire éclaire l'actualité. Voilà. Et tout de suite, on passe à la grande interview de la semaine. C'est l'Ardivio. Alors Gilles Kepel, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour nous parler d'un livre intitulé Sortir du chaos, publié chez Gallimard. Et étonnamment, il ne parle pas de la France, mais du Moyen-Orient. Alors Gilles, avant de parler de votre livre, évidemment Strasbourg, la bête n'est pas morte. Sur les sites djihadistes, on se réjouit de l'affaire des Gilets jaunes, finalement. Oui, enfin pas seulement de l'affaire des Gilets jaunes, mais du fait qu'à partir de là, ils perçoivent que la France, elle aussi, est entrée dans le chaos, justement. Et pour les djihadistes, c'est une chose formidable parce que ça montre que la démocratie est fichue. On voit en ce moment un tract qui défile sur les télés, les web télés des djihadistes français qui sont en Syrie.
Donc ils ont repris quelque chose sur l'Arc de Triomphe qu'ils avaient déjà fait. Ils ont ajouté quelques gilets jaunes dessus et ils expliquent qu'il faut désormais faire des actions spectaculaires en France parce que ça aura beaucoup plus d'impact qu'ailleurs. Évidemment, on ne peut pas, quand on voit ça, ne pas penser à ce qui s'est passé à Strasbourg, que l'action à Strasbourg ait été commanditée, ce qui est peu probable parce que l'État islamique comme tel est en très mauvais état aujourd'hui, ou que l'ambiance, l'atmosphère qui fait tout ça, par le bas, si j'ose dire, par un effet de rhizome, de racines souterraines, ait produit ce genre de choses. Alors, vous publiez donc Sortir du chaos chez Gallimard. Le pitch, c'est l'apogée de Daesh et le terrorisme planétaire de ces 6 dernières années ont été la conséquence paradoxale des printemps arabes pourtant célébrés dans l'enthousiasme des slogans universels de la Révolution 2.0. Vu d'ici, les printemps arabes, c'était mai 68. Hein. Oui, c'est ça, ou Berkeley, ou la chute du mur de Berlin, Prague, etc. Alors, bien sûr, il n'y avait pas de raison de contester la sincérité des jeunes qui défilaient et qui réclamaient la démocratie. Mais ce qu'on a fait à l'époque, enfin, la plupart des gens qui étudiaient ça, eux, ont essayé de le mettre dans l'historique, si vous voulez. Alors, ce qui a été généralement le propos des médias et des politiques, c'était de dire on voit tout ça à plat, c'est tout pareil, il n'y a plus d'histoire, c'est effacé, les orientalistes à la poubelle, les arabisants à la retraite, dégage, etc. Et en fait, non, parce que ces mouvements se déroulent au moment où le djihadisme connaît sa dernière mue, ce que j'appelle dans le livre le djihadisme de 3e génération, ou 3G si vous voulez, qui utilise les réseaux sociaux pour mettre en relation des individus qui vont être dans des banlieues déshéritées occidentales, en Tunisie, en Syrie, etc., organiser les allers-retours vers ce qui sera l'État islamique. Et ce sont ces réseaux qui vont réussir à prendre en otage ce qui se passe dans les pays du sud et de l'est de la Méditerranée. Vous voyez, et c'est là que ça n'a pas été compris du tout à ce moment-là. Et malheureusement, c'est ainsi qu'on a eu Daesh. Alors justement, vous dites dans votre livre que ça, c'est en train de mourir, ce djihad-là est en train de s'éteindre, sauf qu'il y a Strasbourg qui arrive. Non, enfin, il n'est pas en train de s'éteindre, non, simplement, ce qui ne marche plus, c'est la machine qu'avait montée Daesh. C'est-à-dire, ils ont réussi à monter un pseudo-État, et ils ont réussi à contrôler entre 2014 et 2017, avec l'apogée en 2015, une sorte d'État qui contrôlait 8 millions de personnes à cheval entre Alep et Mossoul. Ce qui est énorme, avec des moyens d'un État, avec du pétrole qu'ils vendaient. C'était l'organisation terroriste la plus riche de la planète qui a coordonné les attentats à Paris, à Bruxelles en 2015. Ça n'existe plus depuis 2017, puis la chute de Raqqa. Et ça les a beaucoup affectés, si vous voulez. Mais néanmoins, l'idéologie reste présente. Et elle reste présente notamment dans nos prisons, elle reste présente sur les sites en ligne. Et ça, c'est un véritable problème aujourd'hui. Alors, pour vous, aujourd'hui, sortir du chaos passe par la mise en œuvre d'un processus vertueux au Moyen-Orient. Et vous dites qu'il y a une opportunité, il y a une fenêtre. D'abord, Mohammed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite, a rompu avec la propagation tout azimut du salafisme. Oui, alors, ce qui fait quand même moins de sources de financement pour les djihadistes. Oui, évidemment. Alors, quand on parle de lui aujourd'hui, entre-temps, le livre a été écrit avant l'affaire Kamal Khashoggi, évidemment, qui est quelque chose d'épouvantable. Mais c'est également quelque chose qui s'inscrit dans le conflit que se livrent aujourd'hui les différents groupes, puissances, rapports de force du Moyen-Orient pour essayer de gagner le rapport de force après la guerre civile en Syrie. Et c'est là que tout se joue en ce moment, si vous voulez. Est-ce qu'on va réussir à faire en sorte qu'en Syrie, on peut rétablir, et au Levant plus généralement, on peut rétablir une situation pacifique, ou au contraire, est-ce que ça va être dans l'autre sens? Or aujourd'hui, il me semble, je me trompe peut-être, mais il me semble que tous ceux qui sont investis dans la guerre ont perdu. Et on est dans une logique de négociation, si vous voulez, pour essayer de reconstruire quelque chose. C'est là que l'Europe peut peser. Alors, il y a eu des printemps arabes. Croyez-vous qu'il va y avoir un hiver français? L'hiver français, on est en plein dedans, puisqu'il fait quelque chose comme entre 1 et 3 degrés en ce moment. Mais effectivement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. Emmanuel Macron a été élu en grande partie parce qu'il se débarrassait du vieux système des partis politiques que je crois peu de gens regrettent. Et paradoxalement, le mouvement des Gilets jaunes
d'une certaine façon, il est aussi un mouvement qui rejette l'organisation du politique et qui considère qu'il faut donner une voix à des gens qui n'en ont pas eu jusqu'alors. Et c'est justement la capacité de ces deux mouvements de se fondre, si vous voulez, d'être dans une espèce de convergence qui est l'enjeu principal, alors qu'aujourd'hui, ils se trouvent complètement opposés. C'est un comble, ouais. Pour des raisons multiples qui tiennent au fait que le pouvoir en France, avec la Ve République, le quinquennat, où les députés sont élus juste après le président, donc finalement, ont tendance à ne faire que l'approuver. On n'a pas de contre-pouvoir législatif comme les midterms aux États-Unis, vous voyez. Donc tout ça, ça crée une situation de tension extrême qui, aujourd'hui, est un enjeu absolument majeur pour nous. Et évidemment, le fait que le pouvoir isole énormément en France, que le président soit entouré de jeunes gens qui pensent qu'ils savent tout et qui ne veulent voir personne qui a plus de 41 ans, si vous voulez, tout ça, évidemment, ça pose un véritable problème et c'est un véritable défi aujourd'hui pour le président, qui a encore 3 ans et demi à gouverner. Et ça, je crois qu'il est très important pour lui de le surmonter, et pour nous aussi d'ailleurs. Voilà, ça s'appelle « Sortir du chaos », c'est publié chez Gallimard. Il y a peut-être une dernière chose là. J'en parlais à ma femme. C'est la question Colombo. Gilles Kepel, regardez ces 3 photos. Vous aviez pris quoi ce jour-là? Écoutez, je ne sais pas. J'avais dû prendre quelque chose. Moi, je pensais que vous étiez dans un pays du Moyen-Orient, que vous aviez fumé un peu, peut-être, non? J'ai l'impression que le métro aérien derrière. Je me trompe peut-être, c'est autre chose. Donc c'est ici. Écoutez, voilà. Écoutez, on restera sur ce point d'interrogation. Générique. Salut les terriens du samedi, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon. Et tout de suite, j'accueille Laurent Baffie. Thierry, au seuil de cette fin d'année, avant les fêtes, je voulais te remercier de travailler avec toi parce que ça me fait vivre, ça fait vivre ma famille, ça fait vivre pas mal de gens et j'avais envie de te faire un cadeau. C'est pas facile parce que tu as tout. En plus, là, tu vas partir au soleil, tu vas être loin, alors je me suis creusé la tête. Que t'offrir? Et là, j'ai eu une idée, enfin, j'ai eu la chance de contracter une gastro à faire crever un cheval. Et si mon calendrier est bon, le jour de Noël, toi, royaliste, tu vas le passer sur le trône. Moi aussi, je suis très heureux de travailler avec toi, Laurent, vraiment. Ah, les amibes. Et maintenant, c'est l'heure de la battle. Battle de ce soir, Gilets jaunes, stop ou encore. Avec Clément Petit, Virginie, Julie, Gérard et Tony. Il est incorrigible, hein? Oui. Claire Petit, bonsoir. Vous êtes députée de la République En Marche de l'Eure. Bienvenue parmi nous. Virginie, bonsoir.
Vous êtes agent logistique et co-organisatrice des blocages des Gilets jaunes en région parisienne. Bienvenue parmi nous. Julie, bonsoir. Vous êtes également agent logistique. Vous êtes Gilets jaunes depuis le début du mouvement. Bienvenue parmi nous. Gérard, bonsoir. Vous êtes patron d'une boutique spécialisée dans les montres de luxe à Paris. Bienvenue parmi nous. Denis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes patron d'un bistrot dans le quartier des Champs-Élysées. Bienvenue parmi nous aussi. Merci. Mais d'abord, l'édito de Blacko, Magnéto Serge. Lundi soir, face à 21 millions de Français, Macron s'est transformé en Père Noël. Pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Pour inciter les Gilets jaunes à rentrer chez eux, il a déposé au pied de leur sapin une enveloppe contenant 10 milliards de dépenses sociales supplémentaires. Mon seul souci, c'est vous. Mais les Gilets jaunes croient-ils encore au Père Noël? Il espère qu'une chose, que le grand froid arrive de façon qu'on chacun rentre chez soi parce qu'on ne pourra plus tenir. Pourtant, Macron a sorti de sa hotte tous les jolis cadeaux qu'il réclamait. Hausse du SMIC de 100 €, baisse de la CSG pour les retraités, retour des heures sup défiscalisées. Évidemment, comme ce sont des cadeaux, ce serait malpoli de demander le prix. N'empêche, on se demande bien comment Macron va financer toutes ces dépenses. Nous avons devant nous à conduire une réforme profonde de l'État, de l'indemnisation du chômage et des retraites. En attendant, c'est une victoire pour les Gilets jaunes, qui en un mois de blocage ont obtenu plus que les syndicats et les partis de gauche en 30 ans de lutte. C'est nous les républicains, les sans-culottes, c'est nous. Les révolutionnaires, c'est nous, c'est le peuple. Et s'ils ont été récompensés, ce n'est pas parce qu'ils étaient bien sages. Au contraire, c'est parce que le gouvernement a cédé face à la violence de leurs manifestations. Alors du coup, pourquoi ne pas continuer à défier le pouvoir pour obtenir encore plus? Il faut continuer, parce qu'effectivement, de toute manière, d'une manière... ils peuvent pas dire le contraire, ils sont bloqués. Les Français sont divisés. 46% d'entre eux souhaitent l'arrêt des blocages. Faut dire qu'en plus de la casse et des violences, la fréquentation des commerces a chuté de 25 à 30% et la croissance est en baisse. Les événements actuels devraient nous faire perdre 0,1 point de croissance de notre richesse nationale au dernier trimestre. Résultat, Wauquiez a retiré son gilet jaune, même Dupont-Aignan a baissé d'un ton. Il faut continuer la mobilisation, mais bien sûr, la continuer de manière pacifique. Malgré ces appels au calme, 54% des Français restent favorables à la poursuite du mouvement. Faut dire que les Gilets jaunes ne réclament pas seulement de l'argent, mais aussi une démocratie plus directe. Pour Le Pen et Mélenchon, c'est donc l'heure de la revanche. En réclamant la dissolution de l'Assemblée, ils rejoignent les Gilets jaunes qui, eux, veulent la démission de Macron. Reste à savoir si, après l'attentat de Strasbourg, l'heure est toujours à la contestation du pouvoir, ou plutôt à l'union nationale face au retour du terrorisme. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Rebonsoir à tous. Alors, Gilets jaunes, stop ou encore, c'est le thème de notre débat de ce soir. On commence avec vous, Claire Aupetit. Vous avez 69 ans, donc vous êtes députée de la République En Marche de l'Eure. La préfecture de Vernon a été vandalisée à coups de masse. Vous reliez ces faits à votre déclaration sur LCI. Vous disiez, si vous ne voulez pas avoir des personnes encore plus pauvres qu'il y a 3 semaines, réfléchissez à ce que vous faites. Voilà. Je parlais justement des magasins, parce que de bloquer, vous avez à l'heure actuelle, et surtout au mois de décembre, c'est extrêmement, mais vraiment très, très, très important pour les femmes, qui pour la plupart sont des femmes seules, qui sont au chômage. Et la période des fêtes, les grands magasins les embauchent à un contrat de 3 ou 4 semaines, parce que j'ai travaillé au Galeries Lafayette, donc je sais de quoi je parle. Et j'ai commencé comme ça. À Noël, j'ai eu un contrat de 4 semaines. Et 3 mois après, ils m'ont rappelé, parce qu'il y avait une personne qui partait à la retraite, donc ils piochent dans les personnes qui ont déjà travaillé, pour faire, absolument, pour revenir. Donc cette période-là est empêchée des commerces de fonctionner. Attention, vous avez des femmes dont les contrats ont été annulés à l'heure actuelle, donc faites attention à ce que vous faites, parce que vous allez rendre
encore les gens plus pauvres qu'ils étaient. Bah oui. Donc il y a des périodes, je ne dis pas d'arrêter le mouvement, c'est pas du tout ce que je dis. Tout, on a le droit de manifester, on a le droit de tout faire. Mais les blocages ont des conséquences, et des conséquences économiques. Et quand je les entends critiquer systématiquement les grandes enseignes, les grandes surfaces, dans les grandes surfaces, il y a des employés. Nous pouvons faire autrement que les blocages. Vous avez toujours un minimum de personnes qui bloquent une majorité. Vous avez des gens qui veulent travailler, il y en a d'autres qui ne peuvent pas faire grève ou qui ne veulent pas faire grève. Donc le droit de grève, oui, mais le droit au travail aussi. D'accord. Alors, la question est, après les propositions d'Emmanuel Macron et l'attentat de Strasbourg, gilets jaunes, stop ou encore, à votre avis, Claire? Ils ont obtenu énormément de choses en 3 semaines. Plus que les syndicats, plus que les syndicats en 30 ans. Et pour les avoir reçus, moi, vraiment, j'en ai reçu, je vous assure. Hein. Pas des groupes entiers, j'en veux pas. Pas du tout. Quand ils m'ont téléphoné, c'est oui, mais maximum 6 personnes. Tout simplement parce que à 6 personnes maximum, on peut avoir un dialogue. Donc il est temps de devenir raisonnable et adulte, continuer leur combat, s'ils le veulent, s'ils l'estiment, s'ils estiment de ne pas avoir eu assez, de parler, de faire. Ok, ça s'appelle la démocratie, Oui, sinon c'est Claire, la chienlit. je vais vous dire un Ça vous dit truc, quelque chose. je comprends très bien ce que vous dites, mais c'est un peu comme les grèves au Japon. Au Japon, quand ils font la grève, ils bossent dans l'entreprise, puis ils ont un brassard, je suis en grève. Mais ils continuent à travailler. Et ça, c'est des grèves qui font pas mal au patron. Hein. C'est pas ce que je fais. Et là, c'est pareil. Si les gilets jaunes arrêtent d'emmerder le monde, ils vont rester au bord de la route pendant 6 mois. C'est ça. Ah, Alors, oui. il faudra combien de morts pour accepter qu'ils se mettent autour de la table? Et il faudra Vous vous rendez que le compte? président il réagisse un petit peu. Il lui a fallu combien de temps? Il n'a pas réagi là? Ah, il a réagi combien de temps? Combien de Vous temps? allez avoir Combien d'actes? C'est combien d'actes qu'on est passé? On a fait combien d'actes avant qu'il réagisse? Mettez-vous autour de la table. Sérieusement, combien d'actes pour nous répondre quoi? Tenez, je vous donne ça, vite fait. Je vous fais plaisir, taisez-vous maintenant. Écoutez, Julie. je vais vous dire une chose et puis après je vous laisse parler, évidemment. Je vous assure que les personnes que j'ai reçues ne vont pas dans les studios, ne sont pas sur les plateaux. Nous avons parlé pendant 4 heures, 4 heures et demie. Ça a été extrêmement constructif. Claire, vous ne pouvez pas reprocher. Non, reprocher. Alors là, c'est moi qui vais me mettre en colère parce que vous ne pouvez pas reprocher à des gens. Elles ne sont pas payées quand elles sont là. On sort du travail, là. On sort du travail. Elles sortent du boulot, elles ne sont pas payées quand elles sont là. C'est votre intérêt le plus absolu. Mais au moins, écoutez quand on vous dit. Mais on veut bien parler. on veut bien parler avec vous. Il n'y a pas de souci, on va parler. Mais ça va changer quoi? Ah bah, c'est pas la peine, alors. Virginie, vous avez 35 ans, vous êtes mère célibataire, agent logistique, on l'a dit, vous gagnez 1 500 € par mois et vous dépensez 300 € de carburant pour aller bosser. En parlant de Macron, vous dites « J'ai trouvé son mea culpa ridicule, ses annonces, c'est une blague ». Donc, malgré le discours du président, vous continuez, vous c'est encore... Moi, par rapport à tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a proposé, moi je suis hors catégorie en fait. Je fais pas partie de tous ceux qui ont le droit à tout ça, en fait. Ouais. Donc finalement, moi, oui, je vais continuer forcément à manifester parce que moi, j'ai eu le droit à rien. C'est vrai qu'il aurait dû annoncer quelque chose de beaucoup plus disruptif. C'est-à-dire, je change de Premier ministre, je dissous l'Assemblée nationale, j'augmente le SMIC de 500 €. Enfin, quelque chose qui fasse sens, qui impressionne les gens. Qui soit historique. Voilà. Et en échange de quoi il n'a pas compris que c'était une situation historique et il a proposé un peu des miettes. Ce qu'il vous propose, c'est un peu... Je suis désolé, vous n'y avez même pas droit. Mais... Ah bah non, mais moi, j'ai même pas le droit aux miettes. Ouais, moi, même pas le droit aux miettes. D'accord. Vous? Ah bah pareil, les miettes, mais je suis pas du tout d'accord avec lui, mais pas du tout. Alors pas du tout. C'est pas ça qu'on attendait. On attendait vraiment quelque chose en face de notre mobilisation. On n'est pas là pour rien. Et finalement, tenez, c'est encore du dédain, c'est encore tout ça, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que vous attendiez précisément? Un peu plus de justice. C'est ce que j'arrête pas de répéter. Justice sociale et aujourd'hui, je l'affirme encore plus, justice fiscale. Ouais. Ouais. Non, sérieux. L'ISF, par exemple, l'ISF, ça vous... Si vraiment ça fonctionne, si vraiment ils réinvestissent, pourquoi pas? Allez, allons dire, j'en sais rien. Je suis pas Madame Irma, je peux pas deviner l'avenir. Mais en attendant, au gouvernement, ils sont combien? Payés combien? Avec combien d'avantages? Où vont nos impôts? C'est ça qui... Attendez, excusez-moi, mais... Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? Jacqueline, si tu nous regardes... Non mais c'est vrai, les routes, tout ça, on supprime des postes d'enseignants d'un côté pour créer des groupes de travail de l'autre. Enfin, il y a un moment donné, la justice. Ouais. Gérard, les 70 ans,
Vous avez un an de plus que moi. Et un an de plus que Claire. Je suis plus jeune ou pas? C'est un truc de yeuve ici, quand même. Alors, vous êtes patron d'une boutique de montres à Paris. Oui, bien sûr. Montres de luxe, hein, dans le 17e arrondissement. Samedi dernier, vous avez été attaqué par des casseurs. Donc, c'est pas des gilets jaunes, ce sont des casseurs. C'est bien le problème, d'ailleurs. C'est que les casseurs se mêlent aux gilets jaunes. Les casseurs se sont fait voilà. infiltrer par des gangs. L'extraordinaire, c'est qu'ils avaient une machine, expliquez-moi, une machine à compression pour faire sauter la porte. Ils sont équipés, les mecs. Tout d'abord, j'ai été repéré, c'était une commande. Ouais. Et ensuite, on a eu affaire à des gros professionnels. Parce que ce que je vais vous dire, c'est quand même sous enquête policière. Vous aviez une camionnette qui a été identifiée, qui a porté la logistique. C'est-à-dire que mon sas saute avec ce qu'on appelle un appareil à pression qu'on voit dans les films américains. Oui. J'ai plus de sas, j'ai plus de sécurité. Ensuite, mon fils, héroïque, baisse le store. Il nous attaque à coups de hache, à coups de masse. Une baramine de 15 kilos de 2 mètres qui me bloque le store. On prend, vous voyez ce pavé-là, 1,7 kg. C'est le pavé de chez vous, ça. Un qui traverse la vitrine. Nous sommes en danger de mort. C'est une horde sauvage, une violence inouïe. Permettez-moi, parce que l'histoire est extraordinaire. C'est-à-dire que quand ils ont vu que vous sortiez le flashball, parce que vous avez le droit d'être armé, hein, vous avez un droit de port d'armes. Tout à fait. Donc votre fils sort le flashball et le mec dit « Mais ils ont le droit de nous tirer dessus ?» Imaginez un peu le... Non mais ça veut dire que les mecs vont venir faire des casses avec un avocat. Pour être sûr de ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Imaginez un peu l'état d'esprit de ce jeune. Ouais. Cela dit, si à 50 ans, t'as pas volé une Rolex, t'as un peu raté. Voilà, mais ça c'est bon, ça nous a fait beaucoup de pubs. Ouais. Il faut savoir que j'ai une demi-vitrine qui résiste et j'ai une de mes vitrines qui se creuse de gros trous. Et j'utilise mon flashball parce qu'il commence à rentrer. C'est-à-dire que c'est des individus... Ils étaient combien vu les caméras extérieures, entre 15 et 30. Putain. Et vous avez des voyous qui avaient le gilet jaune. Moi, quand ces garçons-là commencent à rentrer, vous savez... Qui va pas du tout avec une Rolex. Voilà. Si, pourquoi pas. On s'aperçoit que c'est d'une telle violence que s'ils rentrent, ces garçons-là, ils vous détruisent tout et ils vous tuent. Ils vous tuent. Là, on ne serait pas laissé faire, comprenez bien. Alors donc, grâce à votre flashball, vous avez pu effectivement les repousser. Vous dites, j'en peux plus de ce mouvement des Gilets jaunes. Les racailles ont utilisé ce prétexte pour me voler. On n'a pas eu peur, on gérait une situation, des situations de crise par mon métier. Vous êtes courageux quand même, non mais... qui est très dangereux, j'en ai géré. Mais de cette violence-là, jamais. On sentait que les individus, certainement chargés en plus, mais quand on a vu le matériel qu'on n'a pas retrouvé sur place, on retrouve un détenteur de compresseurs. Une baramine qui a disparu, une disqueuse qui a disparu, des masses, des piolets, des cailloux. Ces cailloux-là, ils les transportent sur une logistique, des camions. Et voilà, et la police enquête. Les 3/4 sont déjà en prison, donc je remercie les forces de police. Ah, ils ont été repérés par la police. Bien sûr, ah, bien alors, sûr. Vous savez qui c'était, ces gens-là? C'était pas des Gilets jaunes. Non, Pantin, Saint-Denis, voilà, tout simplement. C'est pas des Gilets jaunes. Non. C'est important mais de le attendez, dire. c'était des mineurs. Des mineurs, des gosses de 14-15 ans. Quand on sort dehors, les CRS ont neutralisé 10 personnes menottes au poignet sur le trottoir. Je vois un petit jeune de 15-16 ans qui a tout l'air d'un petit breton. Il me dit, monsieur, j'ai rien fait. J'ai dit, monsieur, je sais pas, mes caméras étaient neutralisées. Dans le casse, il est dans le casse. Nous, là, le premier week-end, là, le 17 novembre, quand on a commencé nos manifs, on a repéré ces petits jeunes-là. Et je peux vous dire que les Gilets jaunes, il y avait une maman qui était avec nous. Elle en a chopé 2-3. Elle les a remis un peu à leur place en leur disant dégagez tout de suite. Bravo, ça va pas le faire. Bravo. Et il y avait même des petites filles. Hein. Mais vous vous êtes fait infiltrer. Ah oui, mais là-dessus, on n'y peut rien. Mais et bien entendu, malheureusement, les Gilets jaunes, on ne peut pas accuser les... Ben non, je les accuse pas. Au contraire, je suis d'accord avec leur Bien, mouvement. Claire, vous voulez dire quelque chose, Claire? Oui, je veux dire quelque chose, parce que c'est pas sous prétexte que l'on a un gilet jaune qu'on est automatiquement gentil et binounours. Bien sûr. Voilà. Vous avez des personnes, évidemment, qui sont en souffrance. Ça, c'est une évidence, et je le savais. Et vous avez, par contre, moi, je suis menacée de mort. C'est extrêmement dur. Et heureusement, dans ces comités, parce que je fais la différence, les personnes qui me menacent de mort, c'est la personne qui me menace de mort. Et ils sont quand même bien infiltrés dans des comités. Et c'est une personne d'un comité de Gilets jaunes qui m'a téléphoné en me disant « Madame la députée, je vous appelle ». Parce que là, ils sont plusieurs, et pas qu'un seul, de ce comité, où ça a été terminé en disant « Oui, effectivement, elle est menacée de mort, mais là, on va lui prouver que c'est vrai. Et si vous la voyez en voiture, mettez-la dans le fossé. Mais moi, je quitte. » Ah oui, ça devient chaud, là. Donc, il faut arrêter de dire que les petits gilets jaunes sont tous des gentils. Il y a aussi, dedans, il y a les gens en souffrance. Est-ce que vous
dans les réunions que vous faites avec les Gilets jaunes ou sur les ronds-points, etc., est-ce que vous voyez arriver des gens que vous ne connaissez pas, qui sont juste des mecs qui viennent là pour foutre la merde? Côté campagne, non, on est assez tranquille là-dessus et on se connaît pratiquement tous. Maintenant, au bout de 3 semaines, on reconnaît nos têtes et on sait qui est le vrai gilet jaune et celui qui n'y est pas. Ouais. Après, quelque part, on a créé une famille. Hein. C'est bête à dire parce qu'on est tous dans la même merde. Donc, ce qui est extraordinaire dans cette histoire des gilets jaunes, alors c'est une parenthèse, mais les gens se retrouvent, ça a remplacé la place, du village. On n'a pas honte d'être tous ensemble ça parce qu'on est tous a remplacé la place du village. Le bar, le café où tout le monde se retrouvait. Oui, c'est-à-dire les gens se retrouvent sur ces ronds-points, il y a de la fraternité. Enfin, ils se reparlent. Ils se parlent. Oui, mais attendez, la fraternité est toujours là, ça a toujours été. Moi, j'étais avant dans le monde associatif. C'est extraordinaire, le monde associatif. On dit que nous sommes tous, individualistes et tout, pas du tout. Dès qu'on commence à se parler, qu'on se dit bonjour. Les gens sont moins individualistes qu'on veut bien le dire. Julie voulait dire quelque chose là. Oh, je disais cucu les petits oiseaux et puis vive les bisounours. Hein. Non, c'est la vie, voilà. Vous êtes une pessimiste, moi je suis l'optimiste. C'est la différence. Je crois que vous me connaissez très mal. Moi je crois en l'être humain, vous voyez que le néfaste. Vous ne me connaissez pas, ne me permettez pas de me juger. C'est la seule chose. Ne me jugez pas, vous ne me connaissez pas, ne me jugez pas. Moi c'est les bisounours, oui, non, parce de que là, dire vous êtes que le en train de faire français ça votre se parle et politique, se machin. parle. Je vous comprends, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait oui, ça. madame. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait. Sinon, on ne serait pas dans la rue si c'était fait. On ne serait pas tous là. Bien, on continue, Claire. On passe à Tony. Alors, Tony, vous avez 45 ans, vous êtes patron d'un bistrot à côté des Champs-Élysées, pas de peau, je dirais. Le 1er décembre, les casseurs ont pris d'assaut votre établissement. Ils ont quand même détruit la vitrine à coups de hache. Hein. Oui. Ah ouais. Ça a démarré très fort. Donc, on est bien d'accord, des casseurs, pas des gilets jaunes. Des casseurs, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes, moi, j'ai discuté beaucoup avec eux. Ils sont venus boire le café, tranquillement. Et du coup, on a mené la discussion. Le premier samedi, ça s'est super bien passé. Le 1er décembre, un choc. On n'était pas prévenus. On a vu 3000 personnes débarquer, avenue de la Grande Armée. Pas beaucoup de gilets jaunes. Et ça a commencé à casser à une vitesse. Nous... Avec des haches, avec des barres, avec des barres de fer, des pieds de on a biche pris et des tout pavés, ça. Ouais. on a pris des balles de pétanque, cocktail Molotov sur la toile. Vous dites, vous, quand même, Tony, que les policiers, les CRS ne vous ont pas protégés. Est-ce que c'est pas fait exprès, ça? Est-ce que finalement, ils n'ont pas laissé faire un peu les choses pour que l'opinion publique se retourne? Je pense pas, parce que j'ai parlé un peu avec les CRS, ils étaient à côté de nous. C'est des gens qui sont démoralisés, ils sont démotivés. Oui, qui sont presque gilets jaunes. Ils ne comprennent pas. Ouais. Oui, ils sont... Ils sont pas loin de basculer pour certains. Ils ont pris des pavés aussi. J'ai vu des projectiles, franchement. Ils étaient blessés devant nous, impuissants contre cette situation. Ils comprennent vraiment les gens. Mais je vous rejoins, c'est qu'il y a des gens qui sont des voyous, qui sont rentrés dans le cortège. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, on s'est protégés à l'intérieur de la terrasse. J'ai fermé tous les rideaux. Et c'était la jungle. Excusez-moi, mais c'était ça. C'est-à-dire que ça vous a quand même coûté 50 000 €. Hein. J'ai perdu, jusqu'à samedi dernier. Et à partir de lundi, on ne fait plus rien. Les gens sont démoralisés. Ils ont peur le soir. Avant-hier, j'ai fait 2 couverts le soir. Ah, et les gens ne sortent plus, quoi. J'ai 14 manifestations qui sont annulées pendant le mois de décembre. Le 31, j'ai fait une soirée. Il y a beaucoup des hôtels, des palaces qui m'envoient des tables. J'ai 14 Américains qui ont annulé, 14 tables, 6 Japonais. Je peux vous dire, j'ai des salariés, je suis en train de réfléchir comment je veux les sauver. Même mes collaborateurs, ils m'ont proposé de venir défendre le restaurant. Et du coup, moi, je ne peux pas continuer comme ça. Je dois trouver des solutions. Je suis obligé de licencier des gens. Je n'ai pas le choix. L'activité, c'est là, le mois de décembre, où on travaille le plus. Je vous comprends parfaitement. Je suis avec vous. Moi, ça me fait très mal pour les gens qui peuvent perdre leur emploi. Je peux rien faire. Je ne suis pas du tout pour. Maintenant, est-ce que le gouvernement ou Monsieur le Président ne devrait pas réagir un peu plus tôt et un peu mieux? Et est-ce que le fait de perdre votre argent, est-ce que vous en gagnerez peut-être pas plus après? Est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Je souhaite de mal à vraiment personne. Vous savez, c'est pas l'argent qui m'intéresse le plus. C'est pas l'argent, les chiffres d'affaires. C'est comment je veux sauver des emplois. Absolument. Non, mais je suis... Comment je veux créer des emplois. Je peux vous dire, aujourd'hui, je vous parle avec franchement une émotion parce que je n'arrive plus.
Je dors 35 heures par semaine, j'insiste. J'arrive pas à me faire payer à la fin du mois. Je veux sauvegarder, je veux protéger les salariés. Ils ont proposé de venir défendre la terrasse, défendre le restaurant eux-mêmes. On ne peut plus continuer comme ça. Moi, aujourd'hui, je prends un maître chien, je prends de la sécurité, mais je me sens en danger. Ma femme a peur, mes enfants aussi, ils sont traumatisés. On ne peut plus continuer comme ça, on se sent en danger. On a peur. Hein. Mais même nous-mêmes, quand on va manifester, on a peur. On ne sait pas si on va rentrer le soir. On est flippé. On se planque de partout. Le moindre mouvement de course ou de choses comme ça, on essaye de se planquer au maximum. Parce que même nous, on a peur. Alors, maintenant, qu'est-ce qui peut vous décider à aller autour de la table? Parce qu'à un moment, il faudra bien se mettre autour d'une table. Rétablissement de l'ISF, oui. Monsieur, un appel. C'est les gilets jaunes. Une montre. La commande de flashball. Exact. Les prix ont doublé. Changement de Premier ministre. Moi, je suis pas pour. Non. On peut une tête de serpent pour qu'il y en a une autre qui repousse, c'est pas la peine. Alors, dissolution de l'Assemblée. Élection à la proportionnelle avec des gens qui vous représentent mieux. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne représente pas le peuple. Je suis désolé de le dire. Non. Tout le monde peut le voir. La totalité du peuple. Ne dites pas qu'il... Mais non. Ne dites pas ça. Mais c'est pour ça qu'il va des assemblées. Mais ne dites pas qu'il ne représente Julie. pas le peuple. C'est Mais si, pas démocratique. Vous êtes à part. Alors, ok, vous venez d'en bas, vous avez travaillé aux Galeries Lafayette, ok. Mais combien, alors, je je demande combien dans les hémicycles le sont? Combien? Alors, je peux vous dire que les personnes qui sont à côté de moi, j'ai une personne à côté de moi, elle est agricultrice. Pourquoi elles ne baissent pas leur salaire un minimum? Pourquoi ils ne baissent pas leurs avantages? On gagnerait des sous là-dessus. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on reste à un tel niveau et on laisse les autres, excusez-moi le terme, dans la merde? Sérieux? Oui. La première chose que les députés ont votée, la première chose que nous avons votée, parce que c'était demandé, c'était fait. Ah, ils ont des avantages, leur retraite. On est exactement, nous sommes les seuls, les députés, les sénateurs ne les ont pas faits. Nous sommes au même tarif que vous. Nous le sommes votés. Nous, En Marche. Ça devait être une bonne vendeuse aux Galeries Lafayette. Alors, est-ce que vous exigez la démission d'Emmanuel Macron? Honnêtement, moi, je peux plus l'encadrer. Ouais. C'est-à-dire, quand vous l'avez vu à la télé, là, il vous a pas... Ah non, pas du tout, non. C'est faux. C'est, comme on dit, c'est la personne qui parle, mais déjà, en plus, on voit bien qu'il n'est pas en direct, on voit bien qu'il lit un prompteur. Donc on sent que déjà tout est écrit, tout est déjà dicté. Est-ce que ça vient vraiment de lui, tout ça? Comme tous les discours présidentiels. Voilà. Donc, et puis même sa façon, enfin, le physique, rien que le physique, il parle. C'est fini, là. Si t'aimes plus sa gueule, c'est autre chose. C'est fini. Ouais, mais même, il dégage quelque chose qui est pas clair. Ouais. Gérard? Dans quel état va-t-il être quand il va attaquer sa réforme sur les retraites? C'est une réforme très importante. Il est cuit, je suis désolé. Donner un gros coup de pouce sur le SMIC en allégeant les charges sociales. Seulement, ils ne peuvent pas. Leur trou est abyssal. 2350 milliards de déficit. Où voulez-vous qu'ils trouvent l'argent? Mais c'est des gens qui crèvent de faim. Moi, je suis à Soissons où les couples finissent à 400-500 euros de déficit. Tous les mois, on leur parle de changer leur voiture au gasoil, mais ils n'ont pas les moyens. On leur parle de changer leur chaudière, on leur parle de voitures électriques, mais ils ont du mal à manger. Ils ont du mal à manger. Cette gestion, elle est catastrophique. Quand Macron est élu, il ne se rend pas compte que la coupe est pleine. Il ne s'en rend pas compte. Qu'est-ce qu'il faut faire, Claire? Ah, maintenant, là, qu'est-ce qu'il faut faire? On vous dit déjà, on est en train de revoir, de retravailler. On le sait, on en a pris conscience. Il faut absolument que le côté social ressorte tout de suite beaucoup mieux. Mais je dois dire qu'aussi, nous devons, nous, sur l'organisation du mouvement En Marche et des députés, nous remettre en question. Parce que rien qu'hier, moi, je peux l'annoncer, je pensais pouvoir quitter, malheureusement, parce que il y avait encore un gros problème, quitter le groupe en disant c'est plus possible. J'en ai assez, j'en ai complètement assez. Vous avez un certain nombre de bien coiffés, comme dit le président, qui commencent à nous courir sur le... Donc vous étiez prête à quitter La République En Marche? Oui, et si ce matin j'ai dit non, c'est pas possible, parce que moi j'ai confiance, et j'ai été en marche pour le programme du président, il a confiance en moi, je resterai, mais si nous ne sommes pas capables, nous, les députés, et toute
Non, non. Voilà. Macron a écrit un livre qui s'appelle Révolution. Absolument. Il devrait le lire. Et moi, cette Ouais. révolution, je veux la faire, mais pas comme certains de mes collègues nous imposent de le faire et nous ne sommes pas écoutés. Alors les filles, qu'est-ce qu'on fait alors maintenant? On continue? Ah, on continue. Pareil. Vous allez passer Noël au bord du rond-point là-bas. Noël, jour de l'an, on verra. On va s'organiser. Peut-être Pâques. On est épuisés, franchement, on est épuisés. Au revoir Virginie, à bientôt. Au revoir Julie, au revoir Claire. Au revoir Gérard, au revoir Tony. Rebonsoir, les terriens du samedi. Re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon. Laurent Baffy est toujours là. Et j'accueille Chantal Latsou, Patrick Timsit et Laurent Deutsch. Patrick, cet escalier, je crois que c'est la première fois que tu descends l'escalier, alors? J'ai l'impression d'avoir été téléporté, quoi. Voilà, ouais. J'étais dans le coma pendant quelques mois et boum, j'arrive et c'est un nouveau Thierry, c'est un nouvel escalier. Nouveau décor, nouveau tout. Vous avez dû y gagner sur les salaires des musiciens? Oui. Alors, ouais, c'est important, ça. C'est important. C'est important. J'en ai vu quelques-uns avec des gilets jaunes. Arrête-toi, arrête-toi, parce que... Bravo, hein, bravo Thierry. Ça va, Chantal? Parfaitement bien. Ce décor te va très bien. Ah, j'adore cette voix. Elle a une voix qui donne envie... Pas de baiser, hein? Non, mais... elle donne envie d'arrêter de fumer, quand même. J'ai jamais fumé, dis donc. Ah bon? Non, tout le monde me dit t'as dû fumer des paquets de gita de maïs, jamais. Ah bon, mais quand tu sors, tu mets pas d'écharpe. Tu sors avec les cheveux mouillés. Enfin, il y a plein de trucs pour avoir une voix comme ça, non? J'ai toujours été comme ça. Quand j'étais petite, on me faisait descendre l'escalier, comme ça, ouais, en robe de chambre, et on me disait Chantal, demande une bière. Je disais, je veux une bière. Rappelons qu'elle a joué dans L'Exorciste, hein, il y a longtemps. Alors, ce qu'il faut quand même dire avec Chantal là-dessous, c'est que question coiffure, on est passé de ça, voilà, à ça. Alors, on a gardé le fond bleu, mais question coiffure, on a franchi un cap. Maintenant, je trouve que je ressemble un peu à Michel Thor, là. En plus, c'est pas le bon texte. Mettez-la avec le bon texte, voilà. Chantal là-dessous, on the road again. Moi, entre nous, t'es pas un peu photoshopé là-dessus? Non, il y a pas rien. Pas du tout, pas du tout. Il y a rien, là. Mais regarde. Il y a quoi? Il y a 300 heures de travail. Mais non. Regarde comme je suis. Ah ouais, c'est pas du tout et pareil. Alors ça, c'est amusant. Non, c'est-à-dire que maintenant, elle veut sortir photoshopée toute la journée, si tu veux. Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous danser, grand-père? Bon alors, Patrick Timsit. Alors, il y a le Patrick qui fait hurler les filles. Il y a le Patrick qui fait tourner les serviettes. Et il y a le Patrick qui peut rire de tout et qui me fait beaucoup rire. C'est mon ami Patrick Timsit. Il y a un truc, est-ce qu'on peut rire du film que vous avez fait ensemble, qui s'appelle L'Américain, que vous avez réalisé, Patrick? Est-ce qu'on peut en rire? Bien sûr, c'était fait pour rire. Mais... Ah, d'accord. Voilà, c'était juste une blague. Ah ouais. Non, mais c'était un bon souvenir. Pour nous, c'est un bon souvenir. Hein. C'était le rôle d'un mec qui veut ressembler aux Américains dans un monde où tout le monde déteste les Américains. Oui, et bien, effectivement, on a vu à travers ce film que tout le monde détestait les Américains. Non, mais et c'est exactement ce qu'il dit. Ça va, mon patou? Ça va très bien. Alors, vous êtes ici ce soir donc, pour le livre de ma mère, qui est tiré évidemment du fameux livre de Albert Cohen, un hommage à toutes les mères. Est-ce que c'est un hommage à la mère de ce bébé-là? Ah oui, ah ouais. Ou alors, ou à la maman de ce bébé-là? Ah voilà, ouais. Alors, et lui là. Ah, dites-moi, vous en avez un autre. Ah, oui. C'était pas mal, ça. Ça, c'était vachement bien foutu. Ça, c'est très bien foutu. Ouais, alors,
Eh bien, écoutez, il ne faut pas être naïf. Tout le monde n'a pas eu la mère aimante comme l'a eu Albert Cohen. Et c'est vrai que je m'en rends compte même avec les retours. Et ceux qui n'ont pas cette maman transposent. Ça devient une grand-mère, ça devient un père. Il y a quelque chose qui est au-delà du sujet de la mère. Tu veux que je te dise? Oui. Je t'aime. Ah, moi aussi. Bon alors, Laurent Deutsch, on parlait de l'américain, donc le film avec Patrick Timsit en 2004. Je crois que ça y est, c'est confirmé. Il n'y aura pas d'Américain 2. Et vous savez quand même, non, blague à part, il est quand même classé 6e dans la liste des plus mauvais films de tous les temps. C'est pas rien, et ça a été beaucoup d'efforts. Ça a été beaucoup d'efforts. Laurent, vous qui aimez beaucoup les monuments historiques, vous êtes content de revoir Patrick Timsit et Chantal. Très heureux qu'il ait réussi à descendre l'escalier. Ouais. Alors là, nous parlerons avec Laurent de son nouveau livre qui s'appelle Romanesque, qui est publié chez Michel Lafon. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Bonsoir à tous. Comment ça va? Mais pas mal du tout, Thierry. Bon. On y va? Alors, on ira quand j'aurai dit jingle. Bah, c'est ça que j'attends, moi. Jingle. Et voilà, on y va. Alors évidemment, toutes mes pensées vont d'abord à Strasbourg cette semaine, où la saucisse dont on a le plus entendu parler s'appelle Shérif. Et c'est mon petit plaisir du samedi de comparer un islamiste à une saucisse, parce qu'une fois encore, ce sont les vrais musulmans qui vont pédaler dans la choucroute. Le reste de l'actualité. Avec les Gilets jaunes qui ont très mal commencé la semaine, puisque Francis Lalanne veut devenir le leader des Gilets jaunes. Ouais, ça va être difficile de prétexter qu'ils n'ont pas de casseurs dans leur rang, parce qu'il en a déjà vandalisé des oreilles, mon Francis. Et en même temps, 2 jours plus tard, Macron fait ses annonces, comme par hasard. Macron, il annonce 100 € de plus pour le SMIC, le retour des heures supplémentaires défiscalisées, la fin de la CSG pour les petites retraites. Imaginez si Francis Lalanne avait menacé de sortir un double CD sur les Gilets jaunes. Je pense que Macron ajoutait un iPhone 10 et une Porsche Panamera pour tout le monde. Gros succès d'ailleurs de cette allocution, plus de 23 millions de personnes devant Macron. C'est plus que les enfoirés, alors que lui, il était tout seul. En apprenant évidemment le chiffre des audiences, Cyril Hanouna a décidé de légèrement modifier son équipe pour l'année prochaine, voilà, qui sera composée, voilà. C'est important. Et Emmanuel Macron qui a déjeuné avec Sarkozy vendredi. Et évidemment, gros suspense. Est-ce que c'était au Fouquet's ou à la Rotonde? On ne le sait pas. En tout cas, si c'était pour demander à Sarkozy des conseils sur comment apaiser les Français, autant demander à Jonathan Daval des conseils sur comment sauver ton couple. Mais à l'international aussi, on parle des Gilets jaunes, notamment en Turquie. Erdogan dénonce la violence des autorités françaises. LOL. Autre image forte cette semaine à Mantes-la-Jolie. Des dizaines de jeunes interpellés, à genoux, les mains sur la tête. C'est fou ces images, on se croirait dans le disque dur de Jean-Marc Morandini. C'est raffiné. Et suite à ça, Ségolène Royal, elle soutient la mise en scène de l'arrestation. Elle a dit, pour les lycéens, ça leur fera un souvenir. Son père était militaire. Ah, il y a peut-être un lien. Enfin, en tout cas, si les humiliations publiques font des souvenirs, elle doit vraiment avoir un grand souvenir de la présidentielle de 2007. Dans la grande série « Les socialistes ont du talent », Benoît Hamon n'avait pas adhéré à son propre mouvement Génération.s. Pas de chance. En fait, il expliquait qu'il n'avait pas eu le temps de s'encarter dans son propre parti avant la semaine dernière. Et on se moque. C'est vrai qu'on se moque, mais en même temps, depuis la semaine dernière, le nombre d'adhérents a doublé. Et ça, c'est chapeau.
culture, on l'attend, le Michel Houellebecq va bientôt sortir en janvier et il a choisi le titre de son roman, Sérotonine. Alors là, sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Un titre plutôt surprenant parce que quand tu vois la tronche de Michel Houellebecq, transpire moins la sérotonine que la 8-6. C'est quand même communicatif. C'est vrai. Non, mais on sent qu'il essaye de sourire. Allez, les brèves. Amazon, un robot déclenche un répulsif anti-ours, 24 employés à l'hôpital. Apparemment, Jean Lassalle a commencé à faire ses cadeaux de Noël. Suivante, un couple nu sur une pyramide d'Égypte fait scandale. On dit merci qui ? On dit merci Nagui et Michel. Celle-là, s'il vous plaît. Ouais. Loire, déguisé en radar automatique, il tombe sur des gendarmes. C'est bête, c'est bête, c'est pas de chance. On voit qu'ils sont ensemble, il a flashé sur lui. Il a flashé sur lui, effectivement. S'il avait voulu passer inaperçu à côté des gendarmes, il aurait dû se déguiser en bouteille d'eau minérale. Culture c'est un nouveau. L'instrument de Noël, chérie. Allez, cette semaine, je vous emmène au musée de la nourriture dégoûtante. Alors, c'est un petit cadeau de Noël. En Suède, le Disgusting Food Museum, qui s'est ouvert à Malmö. Alors, comme c'est bientôt Noël, peut-être ça donnera des idées. Il y a 80 plats, produits ou recettes dégoûtantes. L'occasion, évidemment, de préparer son réveillon chez Belle-Maman. D'ailleurs, à l'entrée du musée, on offre des sacs à vomi aux visiteurs. Eh ben ouais, des sacs à vomi, de la nourriture dégueu. Alors, on se croirait sur un vol Air France. Mais commençons. Peut-être vous en connaissez certains. Le Casumarzu, c'est un fromage de Sardaigne dans lequel de petits asticots grouillent. On en trouve aussi en Corse. Et ça aussi, ça m'a surpris, parce que c'est rare de voir quelque chose en Corse qui se grouille. Alors, celui-là, il est... Heureusement, je n'ai pas de villa en Corse, mais voilà. Alors la suivante, c'est une recette philippine, ce qu'on appelle le balut, c'est-à-dire c'est un embryon d'oiseau bouilli dans sa coque, hein, ce que Véronique Courgeot appelle un Kinder Surprise. En tout cas, j'éviterai de servir ce fœtus à la cantine de Sens Commun. Autre plat qui aura son petit succès, le cochon d'Inde grillé. C'est une spécialité au Pérou. Voilà, c'est ce que Passepartout appelle un cochon d'Inde de Noël. Grillade toujours avec la tarentule grillée. Donc là, méfiez-vous si on vous propose un plat de pâtes. Mais ce que j'aime ici, c'est la tentative d'amadouer avec des concombres coupés en fleurs à côté pour donner un petit peu envie. Plus étrange encore, un pénis de taureau. Ça, c'est le plat préféré des féministes radicales. Spécialité chinoise, oui. Alors, on comprend aisément pourquoi le plat exerce une forme de fascination en Chine, ce qui serait moins le cas au Sénégal. Ouais, non, ça va pas l'air bon. Alors la suivante, le Mongolian Bloody Mary. C'est Bloody Mary normal, sauf qu'on y a ajouté un œil de chèvre dedans. Ou alors, c'est Jean-Marie Le Pen qui s'est trop penché au-dessus de la casserole dessus. On ne sait pas. Et pour terminer, on prendrait bien un petit café café Luwak, en Indonésie. Les civettes qu'on voit à côté, elles adorent avaler les graines de caféier. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Mais du fait d'un système digestif peu performant, elles ne digèrent que la pulpe. Et le fruit, le grain de café, ressort de l'autre côté. Et ça en fait un des cafés les plus chers du monde. Et c'est amusant, parce que d'habitude, c'est le café qui te donne un bon transit. Alors ici, c'est le transit qui te donne un bon café. Et... C'est rigolo. Et en fait, le musée veut surtout faire réfléchir au dégoût. Parce que ici, évidemment, c'est pas un plat qui existe, c'est une installation, mais c'est le nombre de substances chimiques qu'on va retrouver dans une belle tranche de jambon qui ne nous dégoûtera pas. Donc, ça fait réfléchir. J'ai un petit dernier pour vous faire plaisir, qui vient d'Afrique australe. Ce sont des chenilles, une source importante de protéines, et c'est surtout l'occasion de tomber amoureux, puisque plus on mange des chenilles, plus on a de chances d'avoir des papillons dans le ventre. Je voulais terminer mon année sur une blague. Excellent. Allez, allez au musée. Voilà, c'était avec Vizorek. On retrouve ici la semaine prochaine et sur scène à Paris. Et dans Pierre et le Loup, au Théâtre Comédia, du 26 au 29 décembre. C'est formidable pour les gosses. Allez-y, Comédia, Pierre et le Loup. Et maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche. C'est Shopping. Ah voilà,
Voilà, vous savez qu'un artiste, c'est aussi un code barre. Alors, Patrick Timsit, rebonsoir. Rebonsoir. Vous êtes ici ce soir pour la pièce Le livre de ma mère, inspiré du livre éponyme d'Albert Cohen, un juif qui rend hommage à sa mère, franchement... c'est un peu onasme. C'est un peu cliché, ouais, non? C'est tous les jours. Ouais, bah oui. C'est d'une évidence terrible. Alors, cette vanne pourrie sur le cliché, c'est la 3e fois que je vous la fais, parce que c'est la 3e fois que vous venez parler de cette pièce que j'adore, d'ailleurs, que je conseille à tout le monde d'aller voir, parce que j'ai vu 2 fois. Alors, ce qu'on va faire, on va pas se crever, on va pas se fatiguer. On va repasser les extraits de la dernière fois. Extraits, vous allez... Parfait. Je vais voir si je suis toujours d'accord. Voilà, vous allez oh, mais les non, rajouter. mais pas du tout. Mais c'est quoi, c'est quoi? Magnéto, Serge. Le théâtre. Le théâtre de l'atelier. Le livre de ma mère, d'après Albert Cohen, mise en scène et scénographie de Dominique Pitoisé, du mardi au samedi à 19h. Alors, c'est marrant parce que le livre de ma mère, vous l'avez lu, dans un cours de théâtre à vos débuts, vous l'avez relu, annoté, surligné, stabilo-bossé, disséqué, en rêvant de pouvoir un jour le monter sur scène. Ouais, donc ça fait plus de 30 ans. Je veux le jouer 30 ans en plus. Ah ouais. Donc oui, je me dis, il y a des choses... Tant qu'à l'apprendre par cœur, autant le jouer longtemps. Ouais, que ce soit rentable. Bah ouais. Voilà, bon. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est plus au théâtre de l'atelier, mais à l'Opéra Comique, donc pour 2 représentations exceptionnelles, le dimanche 20 janvier à 16h et à 19h, au profit du SAMU social. Donc là, ça change par rapport à ce qu'on a vu. Est-ce que c'est au profit du SAMU social, mais est-ce que le prix du billet est déductible des impôts? Non. Oui, il y a une partie, absolument, il faut le savoir, bien sûr. Bien sûr. Sauf si Macron n'est pas d'accord, encore une fois. Personne le sait, en fait, mais vous faites des maraudes avec Xavier Emmanuelli, donc le fondateur du SAMU social. C'est ce que les gens découvrent, oui, puisque moi, en fait, Xavier Emmanuelli, c'est comme un mentor. Ça fait des années qu'on se connaît, puis je maraude avec lui la nuit. Ça nous donne l'occasion de discuter, d'échanger, et surtout, moi, de progresser, quoi. C'est une expérience incroyable. C'est une leçon de vie. À quel point la chute aussi est facile. Moi, j'ai croisé des gens qui venaient de tomber dans la rue. Quand je dis tomber dans la rue, c'est-à-dire se retrouver à la rue la veille. Voilà, le SAMU social, c'est aussi une façon de répondre, de rendre un peu ce qui m'a été donné avec cet incroyable rendez-vous du livre de ma mère. Alors, on va continuer à pas se fatiguer. On va regarder un extrait d'une émission qu'on a déjà fait sur le livre de ma mère. Surtout, j'étais concentré, vous avez vu. Oui, très bien. Je suis dedans, là, on voit bien que... Magnéto, je suis aspiré, quoi, c'est pas du pipeau. Vous venez d'Algérie, vous êtes installé à Paris. Exactement. Lui, ses parents avaient une épicerie. Vous, vos parents avaient une maroquinerie. Je retrouve aussi le regard, la timidité de ces gens-là qui arrivent, qui ont toujours l'impression de gêner. J'aime quand il dit on était des rien du tout sociaux. Fiers, quoique pauvres, nous ne fréquentions personne, ou plutôt personne ne nous fréquentait. On était des rien du tout sociaux, des isolés, sans nul contact avec l'extérieur. Voilà. Alors, c'est vrai que vous avez en commun avec Cohen le même déracinement. Vous êtes un peu plus yala que lui, quand même. C'est-à-dire que, en tout cas, l'immigration réussit. Non, mais ne réponds pas, Patrick. On a déjà une réponse à ça. Alors, Albert Cohen raconte qu'un jour, sa mère était inquiète de ne pas le voir revenir à la maison, à Genève. Et elle avait appelé un diplomate. Mais lui, il était très gêné parce qu'en fait, elle avait un infâme accent oriental. Elle faisait des fautes de français. Et il avait honte, Albert Cohen. Et vous, c'est pareil, votre père s'embrouillait avec tout le monde. Ah oui, c'est ça, c'est le moment... Quand il était en bagnole, il tapait sur les gens. Mais il venait d'Afrique du Nord, donc en Afrique du Nord, quand on dit « t'es un connard, toi, ferme ta gueule », il y en a un des deux qui doit mourir. Donc il sortait, il faisait une queue de poisson. Nous, c'était nos promenades du dimanche. Regardez mon père tabasser, parce que se faire tabasser, un jour, il a été très calme. Ça l'a complètement... c'était fini, il n'y avait plus de bagarre, parce qu'il sort un mec du carreau, comme ça, énième fois, ma mère qui pleurait, moi à l'arrière qui regardait mon père, et c'était un vieux. Ah oui. Alors là, il a regardé, il a été tétanisé, il l'a remis dans la voiture en s'excusant, et c'était fini. Enfin, c'était incroyable. On regarde un autre magnéto, Serge. Alors, Patrick, votre mère a vu la pièce. Oui. Ça lui a plu? Elle a déshérité. Elle a passé son temps à... Hein? Elle a déshérité comme Johnny Hallyday. Non, elle a passé son temps à se cacher et à essayer de ne pas me déranger. Donc je pense qu'elle a dû tellement se protéger qu'il faut qu'elle revienne.
Alors, est-ce qu'elle est revenue? Elle est revenue. Ah ouais. Et j'avais raison. Parce que la première fois, j'avais vu qu'elle était tellement dans la protection qu'on n'a même pas parlé de la pièce. Ouais. C'est assez inquiétant quand même. Elle arrive, elle ne parle pas de la pièce. Elle me dit, j'avais peur que tu me vois. Tu m'as pas vu? Tu m'as pas vu? C'est tout ce qu'elle m'avait dit. J'ai dit, là, elle est sous protec, elle va revenir. Elle est revenue en cachette. Et là, c'était plus la même. C'était vraiment cette émotion, quoi, cette force, quoi. Ça s'appelle Le livre de ma mère, en tournée. Et le 20 janvier, donc le 20 janvier, il y a 2 représentations, 16h et 19h, en faveur du SAMU social, avec la chanteuse qu'on adore, Kimber Rose. Bravo. Merci. Merci. Si tu veux pas conduire seul, t'as intérêt de fermer ta gueule, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi, on peut plus rien dire. Didier Bourdon, c'est bien, hein? Ah oui? J'aime bien cette chanson. Alors, justement, on peut plus rien dire. Et vous arrêtez le one-man show. Vous avez déclaré à 60 balais une vanne sur le trou de balle de Mimimati. Franchement, c'est fini, on n'a plus l'âge. Ouais. Faut se respecter, il faut un peu de dignité. Bah ouais, mais merde, quoi. Surtout que je le connais pas, moi, ce trou de balle, en plus. Non, mais, sérieux, non, mais... T'es pas sur les réseaux sociaux? Elle le vit pas bien, moi. Franchement, je dis pas du mal, en plus, du trou de balle. Je dis simplement qu'elle en parle en permanence, quoi. Si vous arrêtez le one-man, vous allez nous manquer. Parce que vraiment, vous balancez, et puis c'est pas d'hier. Vous vous souvenez de Double Jeu? Ah oui, Double Jeu. Oui, oui. Double Jeu. Magnéto, Serge. Michel Leb, je l'aime parce que Jerry Lewis lui a tout piqué, quoi. Ouais. Tu vois, puis Michel Leb, je l'aime quand il imite le noir. Ah, dis donc, là, je vais te manger tout cru. Quelle finesse, putain. Il passe du noir au singe, du singe au noir. Et Michel Leb, il est unique. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Pourquoi tu dis Bruel? Attention, c'est un nouveau philosophe. Hein. Ah bon? Ah oui. Mieux que Boujna, tu crois? Non, mais tu vois, la vie est courte, ce sont les journées qui sont longues. Ça, c'est de Diderot. Ouais. Merci beaucoup d'être venu beaucoup, je vous aime beaucoup. Ça, c'est de Patrick Bruel. Ah, ouais. Simone Signoret. Ouais. Ça, c'est les intouchables, ça. Ouais. Ah ouais, intouchables. Même Yves Montand, sur la fin, il n'y touchait plus. Patrick Sébastien. Alors là, au hasard. Ah non, mais moi, je l'aime quand il fait ses imitations. Attention, attention, je vais vous faire une imitation. Hein. Attention, c'est un petit peu difficile. Ouais. Je vais vous imiter le maire de Paris et vous allez deviner qui c'est. Attention. C'est moi, Jacques Chirac. C'est qui? Sophie Marceau. 7 sur 7. Ouais. Formidable. Ah non, mais elle leur a dit des trucs incroyables. Hein. Ah non, mais moi, j'ai appris des trucs. Hein. Ouais. Attention, moi, j'ai eu 2 grands chocs intellectuels dans ma vie. Nietzsche. Ouais. Et Sophie Marceau. Elle leur a dit, hein, les politiciens, c'est tous des menteurs. La guerre, c'est pas beau. La maladie, c'est bien du malheur. Les cheveux sur la tête, ça pousse. Dormir, ça repose. Ah, je t'aime. Et voilà, on se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. A tout de suite. Bonsoir les Terriens du samedi, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Chantal Latsou, Patrick Timsit, Laurent Deutsch et Laurent Baffy. On continue avec Shopping, la promo qui s'affiche. Laurent Deutsch, rebonsoir. Alors Laurent, foule énervée à la Bastille, saccage de l'Arc de Triomphe, grille des Tuileries arrachées. Les émeutes à Paris ont dû vous donner l'impression d'être tombé dans une faille spatio-temporelle, quoi. Vous avez l'impression dans 1789. Oui, il y avait un parfum insurrectionnel. Je pense qu'il en restera peut-être quelques traces qui seront les rides de la capitale, qui sera le témoin de cette époque de colère et de tension, de peur qui est celle qu'on traverse. Et Paris en gardera un stigmate, j'espère un peu plus apaisé dans quelques temps, quand tout sera à nouveau, et je le souhaite le plus vite possible, réenchanté. Alors, vous qui connaissez bien l'histoire, on se demandait la semaine dernière sur ce plateau en quelle révolution sommes-nous? C'est-à-dire 1789, 1830, 1848, 1871, 1968. À votre avis,
Dans quelle révolution sommes-nous, Laurent? Je trouve qu'on n'est pas... Ça ressemble plus à 1788-89 qu'à 1930. Espérons que ça ne sera pas 1793. Espérons. Espérons. Alors, ce qui est dingue avec vous, c'est incroyable, Laurent Deutsch, c'est une vie de fou. C'est un acteur d'origine franco-hongroise qui aurait dû être footballeur, normalement, et qui est devenu prof d'histoire dans des livres. C'est quand même un destin absolument incroyable. Bah oui, c'est vrai qu'au départ, je voulais être footballeur, mais malheureusement, mon physique m'a fermé les portes parce qu'il fallait déclencher la puberté. À 15 ans, j'étais trop petit, trop frêle, trop léger, donc on m'a dit, bah, tu prends des hormones de croissance pour grandir, et mon père a refusé, donc on m'a dit, bah, du coup, au revoir, tu dégages. Et après, je voulais être policier, pour résoudre des énigmes et des enquêtes en Europe centrale, puisque je parlais hongrois. J'ai échoué aussi. Et du coup, je suis devenu comédien et ma passion pour l'histoire m'a amené à me poser des questions sur la réalité qui m'entoure. Et cette réalité m'a amené à d'autres histoires, d'autres récits, d'autres aventures, celles des racines de notre présent, celles des racines de notre quotidien, de nos réalités. Donc ça a été au départ m'interroger sur le nom des choses, le nom des rues, le nom des villes, pourquoi Paris s'appelle Paris, pourquoi j'habitais dans la rue de la Reine Blanche, dans le 13e. Le mec se pose des questions. Eh ben parce que figure-toi, alors c'est ça qui est génial. Ah non, ah non, ah non. Mais si, c'est intéressant. Je t'avais dit, ne le lance pas. Au Moyen-Âge, elle conduisait au château que s'était fait construire la veuve de Saint-Louis, Marguerite de Provence, pour finir sa vie, près de la rivière de Bièvre. Ça prenait une épaisseur, une densité incroyable. Pourquoi s'en priver? J'avais la sensation de savourer un peu plus que les autres. Alors, vous êtes quand même le seul acteur qui passe ses journées à la bibliothèque en train de lire des livres, alors que normalement la plupart des acteurs se prennent de la drogue en tirant des filles qui bossent chez Coste. Oui, mais ils disent qu'ils vont à la bibliothèque quand même, attention. Alors, vous vous intéressez beaucoup à la langue et comme on vient de le voir, vous l'utilisez énormément. Et vous publiez Romanesque, la folle aventure de la langue française, chez Michel Lafon, l'histoire de la langue, en fait, des origines jusqu'à l'invention du texto, en fait. Exactement. Alors, c'est vrai que la langue française est une belle langue. Il faudrait vraiment que tout le monde fasse un effort pour mieux la parler. T'es d'accord? Ah bah, je viens de comprendre, au moins. Voilà la première phrase que je comprends depuis le début. C'est très passionnant, son bouquin. En fait, en français, sur 30 000 mots, il y a 100 mots gaulois, pas plus. Pas plus, ouais. C'est en dingue. fait, au départ, je me suis interrogé sur, comme tout le monde, cette espèce de débat qu'il y a eu, qui est devenu très vite nauséabond, sur le terme d'identité. Qu'est-ce qui nous rassemble? Qu'est-ce qui fait de nous des Français? Et moi, je suis convaincu que plus que la race, plus que le sang, plus que la couleur de notre peau, ce qui fait de nous des Français, c'est d'abord la géographie qui nous environne. C'est pour ça que j'étais d'abord passionné par mon territoire, ma rue, ce qui est immédiatement accessible et gratuit. Donc c'était métronome et hexagone. Voilà. Et ensuite, surtout, l'identité, c'est la langue qu'on parle. Quand vous parlez, eh ben, vous convoquez un ancêtre. Ces mots qu'on emploie sont véritablement des monuments dans nos bouches. Ils ont une histoire. Et donc, je suis parti à la recherche de cette histoire. Et finalement, cette histoire, c'est la nôtre, c'est celle de notre identité. Il y a très peu de mots gaulois, hein, parce que le français vient en fait. Il faut habiter dans une forêt, hein, parce que c'est que des trucs de chasse, pêche et tradition. Oui, il y a le chêne, hein, c'est ça, le boulot. Le boulot, le blaireau, la ruche. Tu vois, Laurent? Non, tu peux pas draguer une fille en parlant gaulois, hein, c'est pas possible. Donc, nos ancêtres, les Gaulois, pour se reproduire, ça va être chaud. Ouais. En fait, le français vient du latin, du roman. D'abord du latin, effectivement. 80% des mots qu'on emploie sont directement issus du latin. Donc je suis désolé pour ceux qui aiment Astérix, mais il faut tout reprendre. Hein. Notre ancêtre, c'est le méchant, c'est Jules César. Et il y a 10% de Grecs qui sont venus s'agglomérer aussi. Oui, s'agglomérer, oui. Dodo. Et 10% du reste, c'est de toutes sortes d'influences. Les Allemands, les Arabes, les Italiens, les Espagnols. Justement, c'est qu'il y a 10 fois plus de mots qui viennent de l'arabe que du gaulois. Plein. Les écrans plasmés. la Wi-Fi. Moi, j'ai la Wi-Fi chez moi. Tout ça, c'est un univers, quoi. Il y a quoi qui vient de l'arabe, par exemple? Avoir le seum, kiffer, le chouf, être zaf, avoir, être énervé, on est zaf, j'ai le seum, etc. La haddine de Rothschild. Le seum, c'est la tristesse. Ouais, j'ai le seum, je suis dégoûté. Cyril Hanouna a beaucoup fait pour l'importation de... Mais non, mais ça date de 1000 ans. Ça date des croisades. Ça date de 1000 ans. Je crois que c'est Cyril, moi. Et il y en a plein. L'alcool, ça vient du col. L'alcool, l'algèbre, l'arithmétique, azimut, amiral. Zéro. La jupe qu'on porte, la jupe qu'on relève. Il y en a plein. Arrête, Laurent. Ne rappelle pas des souvenirs. La jupe, ça vient de Djouba, qui était un mot arabe, qui était un jupon, et qui vient même de Djellaba. Djouba, ça a été repris. Alors, le français a été beaucoup influencé aussi par, vous le dites, par Jamel Debbouze. Vous dédiez votre livre à Jamel Debbouze. Oui. Dis-moi pas que c'est pas vrai.
quand même extraordinaire, ça. Ouais, mais Jamel... C'est une phrase géniale. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Jamel, il est dans le dictionnaire français aujourd'hui. Ouais. Et c'est une très bonne chose, parce qu'il caractérise... Il y a deux élans, il y a deux courants. La langue française a besoin, évidemment, d'être codifiée avec une académie pour la fixer, sinon on la transmet pas. Et c'est le problème, d'ailleurs, des Gaulois. Ils sont pas passés à l'écrit, ils ont disparu. Mais en même temps, elle a besoin de poètes, de troubadours, d'inventeurs. Et ça, depuis 1000 ans, c'est ce qu'on appelle un peu la revanche du cancre ou du clown, où celui qui, par moments, comme Jamel, avait des lacunes dans la langue, eh bien, l'a fait sonner autrement. Et l'expression que Jamel emploie, que j'adore, qui est aujourd'hui dans le dictionnaire, qui est passé du coq à light, c'est une expression, autrefois on disait passer du coq à l'âne, mais figurez-vous que du coq à l'âne, c'est déjà une déformation. Parce que qu'est-ce que c'est que l'âne, autrefois au Moyen-Âge? C'est pas du tout le bourricot. Le coq, il est pas bête, il sait qu'il va pas pouvoir entreprendre le bourricot, il est beaucoup trop gros pour lui. L'âne, autrefois, A-S-N-E, c'est la femelle du canard. Donc le coq, il y allait, mais il dégommait ce qui était un peu à sa hauteur. Passer du coq à l'âne. Voilà. Et Jamel n'a pas dit passer du coq à l'ail. Voilà. Donc c'est déjà une déformation. Laurent, sur la couverture du livre, vous relevez vos lunettes pour mieux voir. C'est quand même bizarre, là. Regardez, on va faire un test. Dites-moi ce que vous lisez, là. Ah, là, je peux plus lire, là. Dites-moi, dites-moi. Oh, Jamel, non. Non, je peux pas. Non, je vois très très mal. C'est gentil, tu es gentil de pas le lire, ces trucs-là, oui. Est-ce qu'on peut avoir un truc écrit plus gros, quand même? Ah, la dernière ligne, j'y arrive à peu près. Ah. X, U, Y, W... Ouais, mais au-dessus, vous lisez Rien, pas. on te dit qu'il voit pas, il voit pas. Voilà, c'est bon, quoi. Il lit pas. Il y a peut-être un truc qui est écrit plus gros. Peut-être, je sais pas moi. Ah ben voilà. Ah oui, Hardisson, tête de con. Ah, ça, il l'a lu, ouais. Ça, il l'a lu. Laurent, quand je pense que vous avez commencé dans la carrière en vendant du Yop. Oui. Magnéto, Serge. Tu sais que t'es pas mal comme fille, finalement. T'es pas canon, mais t'es pas mal. Moi, je suis d'accord pour être ton mec. Ça aurait du bien d'avoir un mec. Ça va pas t'arriver tous les jours, un mec comme moi qui se penche sur ton désert affectif. Y a quelqu'un qui m'a parlé, là? Ouais, je voulais savoir, t'aurais pas envie de te faire un Yop avec moi? Un Yop? Tu sais que t'es pas mal comme mec, finalement. T'es pas canon, mais t'es pas mal. Ouais, bah, on se calme, on se calme. Et voilà donc, le problème, c'est que vous avez été le premier, mais qu'ensuite tout le monde vous a copié Magnéto, Serge. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous étonne, Richard Berry, qui mange un Zoltès? Pour m'aider à faire baisser mon cholestérol, la recherche Danone m'a proposé d'essayer le nouveau Danacol. Lorsque votre ventre sourit, vous souriez aussi. On peut manger plein de danettes. On met ça du soir au matin, danette. Danette. À tout moment de la journée, c'est si bon, la danette. Danette. Ah, mais tu cocottes? Bah ouais, on n'attrape pas les meufs avec du vinaigre. C'est là qu'il faut que ça sente bon si tu veux qu'il y ait une gonzesse qui mette la langue. Et signalez, c'est ça qu'il y a plus que 3 marques qui sont citées, donc vous me foutez la paix. Merci, voilà. Comment il parle au CSA? Le livre s'appelle Romanesque, c'est publié chez Michel Lafon, bravo. Il y a un truc, là, il y a une dernière chose là qui me revient, j'en parlais à ma femme. C'est la question Colombo. Laurent, je comprends pas un truc avec vous. Vous aimez la langue française? Oui. Vous aimez l'histoire de France? Beaucoup. Vous aimez Paris? Énormément. Vous avez peur qu'on vous renvoie en Hongrie ou quoi? Non, mais je suis persuadé que pour rester jeune et avoir encore envie d'être heureux, d'être enthousiaste, d'être gourmand, de savourer les choses, il faut continuer à regarder le monde avec des yeux d'enfant. Et regarder le monde avec des yeux d'enfant, c'est tout simplement se poser des questions. Et quand on se pose des questions, enfants se posent des questions, on lutte contre la mort et les certitudes. Pas de certitude, restez en éveil, c'est le doute cartésien. Je l'adore, je l'adore. Bravo! On continue avec le shopping. Chantal là-dessous, rebonsoir.
Chantal là-dessous, vous êtes ici ce soir pour annoncer au monde entier qu'elle est enceinte. Votre nouveau spectacle au Casino de Paris, donc du 12 au 19 janvier, puis une tournée dans toute la France, évidemment, jusqu'en juin 2019. Sans bande-annonce. Voilà, sans bande-annonce, oui. Ah oui. Il n'y a pas de bande-annonce. Non. La bande-annonce, comme disait Tim Seat, c'est moi. elle. Bah oui, c'est ça. Je suis un spectacle vivant. Et ça s'appelle... Plus de gens, ça va pas durer. Et ça s'appelle On the Road Again. Alors vous allez l'appeler On the Road Again, peut-être à cause de Can Hit, peut-être à cause de ça. Pourquoi? Un peu les deux, un peu les deux, un peu les deux. D'abord parce que je commence une carrière internationale. Donc, on the road again. Étant donné que les gens ne comprennent pas beaucoup ce que je dis, oui, en anglais, ça change rien. En dessous, vous voyez. C'est vrai. Votre mari l'appelle pas le spectacle On the Road Again, il l'appelle Enfin peinard tout seul à la maison. Alors on a l'affiche, hein, l'affiche quand même, on a l'affiche est sublime. Voilà, l'affiche est vachement bien. Vous avez un côté là. Alors là, c'est marrant, je peux vous raconter l'histoire de l'affiche, c'est qu'à la fin de la séance, je déteste faire des photos. Et à la fin de la séance, j'étais fatiguée, j'ai mis mes cheveux en avant, et hop, le photographe, le génie du photographe, Pascalito, a surpris le regard. Qui est assez génial. Vous croyez pas qu'il se moque un peu de vous? Pourquoi, vous ne la trouvez pas bien? Si, j'adore. Ça vous modernise à mort. Complètement. Et je pensais qu'aujourd'hui, vous alliez arriver comme ça, moi. Peut-être, j'aurais dû le faire, oui. Ouais. Alors, comme il n'y a pas de bande-annonce, on va vous demander de quoi vous avez parlé. Est-ce que vous avez parlé de Michel? Oui, un petit peu. Oh, il est beau, on est pas mal quand Michel, même. Michel. Il est où, lui, là, sur la photo? Alors, il paraît que Michel, vous avez peur de le toucher des fois avec vos sketchs. Vous faites attention à ce que vous dites quand même. Parce que quelquefois, il est un peu vexé. Mais ceci dit, il rit tous les soirs quand il vient. Quand même. Bah, quand il voit les recettes. Je parle de lui et ses copains lui disent « Mais c'est de toi dont elle se moque ». Il dit « Pas du tout, c'est pas moi. Ouais. Ou il est neuneux ou il est d'une mauvaise foi totale, faut savoir. Est-ce que vous avez parlé de vos petits-enfants? Parce qu'il y avait Georges, Baby Georges. Baby Georges. Et maintenant, il y a Gabriel. Hein. Gabriel, j'ai 2 petits-enfants et mon petit-fils est adorable. Mon petit-fils m'appelle Mommy. Ouais. Ah oui. Il a vu le film. Et l'autre jour, ma fille était à un mariage avec son mari. Et il y avait une grande tête de cerf comme ça, avec des bois gigantesques. Ça, c'est Michel. Oui, non, mon petit-fils a fait momie comme ça. C'est génial, quand même. Il sait que t'es cocu, c'est marrant. Sérieusement, il paraît que les petits-enfants, quand ils passent, c'est vrai en plus, quand ils passent du temps avec Chantal, quand ils reviennent chez sa fille, ils n'arrivent plus à articuler. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi, c'est adorable. Bon, donc on a vu, il y a Michel, il y a les petits-enfants, il y a Giovanni. Giovanni, regardez. Ah oui, Giovanni, oui. Oh là là. Oh là là. J'ai présenté les Energy Awards avec lui. Et alors, il vous a tellement troublé aux Energy Music Awards que vous avez annoncé le gagnant de la chanson internationale de l'année avant la fin du magnéto de présentation. C'est-à-dire qu'elle avait la boulette. Non, je comprends rien à ces émissions où ça crie trop fort, ça parle pas, il y a de la musique, il y a des gens crient, et c'est ça que je ne comprends rien. Mais Giovanni, il est pas mal. Hein. Il est pas mal, Giovanni. Non, il est très sympa. Ah ouais. Et puis, il est pas con pour un beau garçon. Ah. C'est vrai. Souvent, on dit il a rien dans le citron. Alors que vous deux, vous êtes moches, mais ils sont intelligents. Ils ont des trucs à dire. On est même loin d'être cons. Alors donc, on a vu Michel, les petits-enfants, Giovanni. Est-ce que vous avez parlé, ça c'est quand même un truc, de la tentative de viol là, sur le bateau là? Ah non. Vous en parlez pas? C'est vrai, vous avez entendu ça quelque part? C'est vrai que j'ai failli elle visitait un bateau, le mec lui dit viens voir mon bateau. Et elle y va, et quand elle visite le bateau, le mec la pousse dans une cabine. Oui. Et il a essayé. Et on s'est battu pendant 3 heures. Il a essayé. Il a essayé, il n'a pas réussi. J'ai pas réussi à le violer. Ah. Alors, je vais vous proposer des photos, parce qu'on n'a jamais su finalement qui était ce gars-là. Je vais vous proposer des photos de suspects, et vous allez me dire si vous les reconnaissez. D'accord. Voilà, c'est Usual Suspects. On commence. Est-ce que c'est lui? Non. Est-ce que c'est lui? Non. Est-ce que c'est lui? Ah, il y a quelque chose, oui. C'est Perron. Il t'a baisé sur le perron, lui. C'est Loïc Perron. Est-ce que c'est lui? Non. Alors c'est lui. Je suis sûr que c'est le suivant. Lui. Ah, et lui, je l'ai rencontré. Non, parce que sinon, on a une autre solution. C'est lui. Qui c'est? Bah, Christophe Colomb. Ah, Christophe Colomb, non. Pas.
L'important, c'est qu'il ne soit pas arrivé à ses fins. Exactement. Ce salaud. Et j'étais vierge en plus. C'était quand, ça? Merde. Il n'y a pas très longtemps. Ça a été daté au carbone 14, cette histoire? Tu te souviens de ça? Il y a un truc, je ne sais pas si vous en parlez, c'est la période sombre de votre vie. Oui. Quand vous étiez prostituée. Oui. Magnéto, Serge. Bonjour mon minou. Après, il est fou ici. Tu nous fais un verre? Oui, mais je cherche monsieur Charles Vernois. Tu connais pas? Je connais pas. Qu'est-ce que tu lui veux à Charles Vernois? Tu volais là, non? Faites bien la pute, hein? Je faisais des putes ou des concierges à l'époque. J'en ai eu marre, j'ai arrêté. Et vous avez fait de la scène? Ouais. Avec quel succès? Mais j'ai failli, d'ailleurs, faire les valseuses quand même. Ah ouais? Ah oui, j'avais fait le casting des valseuses. À la place de Depardieu? Non, le rôle de Miu Miu, figure-toi. Ah bon? Ouais. Dommage, ça aurait été Et bien. le mec, à un moment donné, me dit enlève ton soutien-gorge, enlève ton t-shirt. Et j'ai pas voulu le faire. Non. J'ai fait des photos avec un copain. Alors que bien, regarde. maintenant, vous le feriez volontiers? Maintenant, je le fais, oui. Ils sont punis, maintenant, je le fais. Voilà. Mais si vous voulez, j'ai pas voulu le faire, donc j'ai pas eu le rôle. J'ai raconté ça à Depardieu il y a pas longtemps, il m'a dit t'as qu'à me les montrer maintenant. Maintenant, on termine avec, vous l'avez sur le bout de la langue, mais vous ne trouvez pas, le blind test. Alors, le thème du blind test ce soir, en hommage à Patrick Timsit, c'est gentil. C'est les chanteurs d'origine pied noir. On va faire un blind test pied noir. Le vainqueur devra célébrer sa victoire comme un joueur de foot qui vient de marquer un but. Ah bah, genre le tour. Voilà, on va voir. On va leur glisser comme ça. On va regarder sur le la top pelouse. 7 Magnéto, Serge. Bravo Ramzi. Non, voilà, il faut battre. C'est Thuram. Ah ouais, Ramzi, il est extraordinaire. Il y a du niveau, là. Hein. Il a fait Thuram. Ah ouais, vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, on passe au blind test. Attention, branchez la guitare. Branchez la guitare, entonez les tambours. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, musique. Enrico Macias. J'ai quitté mon pays. Tu vas devoir tourner. Nous, on écoute. Ma ville, ma triste ville. Ma triste Tu vas payer, vie non se traîne sans raison. Je l'écoute avant de monter sur scène. Ah, c'est beau. Ah, c'est pour ça que c'est pas joli. J'ai quitté mon soleil. J'ai quitté ma mer bleue. Ah, ça me fait chier de le couper, tu vois. C'est bouleversant. Ah, j'adore aussi. Ça a été fait à la naissance. Ouais, c'est vrai. Alors, donc, il est né à Constantine, évidemment, à Enrico Macias. On continue, musique. Bruel. Non, Jean-Louis Aubert. Ah, d'accord. Bertignac. Bertignac. Louis Bertignac, né à Oran. Et voilà. Magnifique. Alors, attention. Ah là là, et ça, non. Bruel. À Dédé. La Tunisie, là. J'ai reconnu tout de suite. Tac. C'est beau, c'est beau. Attention, musique. Ça, c'est déjà plus dur.
Julie Pietri. Il est incroyable. Julie Pietri qui est née à Douéra, donc dans la banlieue d'Alger. Attention, musique. Ah, Etienne Dao. Ouais. Dao. Ah, bah, il est revenu. Mon champion. Il est né où? Étienne Dao, né à Oran. Ah, il y a mon champion, là. Et voilà, il n'y a que des pieds noirs, de toute façon, c'est pas compliqué. Tu vas faire Bénichou, peut-être, non? Pardon? Il va y avoir Bénichou, peut-être, à un moment donné. Il chante pas mal, heureusement. Patrick Timsit. Eh oui, bien sûr. Et j'ai eu du mal à la reconnaître. Pas facile pour toi. Non? Pas évident. Manani, Manana, Patrick Timsit. Vous allez voir que je vais la ressortir, je vais la mixer, je vais faire un tube et je donnerai un bon poncif pour les gilets jaunes. Parce que le miracle. Bon poncif. Patrick Timsit, Bon poncif. vous êtes né à Alger, vous, hein? Ouais, je suis né à Alger. Attention, musique. Schultes. Ouais. Ils sont forts, ces pieds noirs. C'est extrêmement drôle dans la vie. Il est né à Star Casablanca, 80. Jean Schultes, absolument. On continue, musique. Aimons-nous vivants. François Valéry. François Valéry. Attention, c'est le Super Banco. Musique. Danny Briand. Ouais. Oh là là. Danny Briand, né à Tunis. En même temps. Là, faut ouvrir un bouton de chemise. Ouais, là, vraiment, Là, bravo. j'ouvre un bouton de chemise. Ah ouais, bravo. Là, j'ouvre un bouton de chemise. Là, tu leur as mis, mais... Ah ouais. Et puis rapide, hein, les premiers accords. Je suis fier de toi, mais concentre-toi, il faut que tu rentres dans le top 10 des... Ah oui. Ah oui. Ah ouais, Alors, ouais. prépare-toi. Donc, lève-toi. Et marche. Ouais. Alors, ouais. T'es prêt? Tu viens de marquer un but. Attention, musique. Patrick, bravo, on applaudit. Patrick Timsit. Je pense que tu vas être dans le top 7. C'est vrai? Il y a un truc qui me revient à l'esprit. Laurent Deutsch, quand il était petit, qu'est-ce qu'il voulait faire? Le foot. Footballeur. Si on a un qui doit le faire, c'est lui. Mets tes lunettes sur la table, on sait jamais. Et Mets ta bite dans ta poche. Imagine que t'es marqué un but. D'accord? C'est ce midi. Alors, je vais dire, non seulement, il écrit des livres, sont excellents, faciles d'accès, mais très documentés. Et quand on lui demande de faire le joueur de foot, il est exceptionnel. Exceptionnel. Bravo. Merci à tous. Voilà, c'était les Terriens du samedi avec Gilles Kepel, Chantal Latsou, Patrick Timsit, Laurent Deutsch et Laurent Baffy. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les Terriens. Rendez-vous au mois de janvier. Bonne année, bon Noël. Profitez-en. Salut. Ciao. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.